Bienvenue à l'épisode 5 du podcast AO Conquête. Donc AO Conquête, notre cabinet de conseil. On a lancé un podcast pour aider les TPE-PME accéder à la commande publique. Et vous êtes donc à l'épisode numéro 5 qui va sans doute paraître très prochainement sur YouTube. Je suis Philippe Courtois, patron du cabinet AO Conquête et consultant marché public. Et je suis accompagné de Vincent qui va se présenter également. Écoutez, enchanté. Moi, je suis Vincent. Je suis consultant en marché public et qu'est-ce qu'on va aborder du coup aujourd'hui? Petite Qu'est-ce qu'on question. va aborder aujourd'hui? Alors, on a plein d'autres épisodes sur YouTube que vous pouvez regarder. C'est quoi les marchés publics? Comment on fait un marché? Comment on fait un mémoire technique? Comment on se lance dans l'arène? Là, aujourd'hui, je voulais faire un épisode on va faire un grand ménage aujourd'hui. On va faire un grand ménage sur les idées reçues. On va faire un grand ménage sur ces espèces de clichés qu'on entend sur la commande publique. Et moi, je dis pour un épisode 5, ce serait bien de commencer à faire cette opération de nettoyage. Donc, idées reçues, on va classer ça en 3 familles. Dans mon esprit, c'est comme ça que je vois le truc en tout cas. Famille numéro 1, c'est les clichés, les idées reçues. C'est les idées qui sont fausses. Donc, nous, les professionnels, on sait qu'elles sont fausses, mais qu'on entend vraiment régulièrement auprès des TPE-PME. La deuxième famille, ça va être un peu les idées controversées. Moi et Vincent, plutôt moi en fait, on a des fois des idées controversées, bien arrêtées, qui choquent les gens, mais qui s'avèrent vraies. Donc, restez avec nous, vous allez comprendre. Et une troisième famille, c'est vraiment le bullshit, quoi. C'est vraiment le bullshit qu'on entend régulièrement sur les appels d'offres, les marchés publics, qu'on entend tout le temps, qui sont fatigants. Et je me suis dit, cet épisode 5 du podcast, c'est le moment idéal pour tuer ces idées reçues. Je vais commencer, moi, du coup, on va commencer doucement. Idée reçue numéro 1. Il faut 3 bilans pour répondre aux appels d'offres. Euh, Est-ce que toi, dans ta constatation, ça s'avère vrai ou ça s'avère faux? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Après, déjà, ça dépend de l'activité, mais je pense que c'est aussi un frein qu'on se met quand on ouvre sa boîte. On se dit, bah écoute, je suis petit, j'ai pas de référent, j'ai pas de client, donc je fais pas, mais c'est dommage parce que c'est quand même une porte d'entrée qui peut être intéressante. Parce que si tu Exactement, gagnes un ouais. premier marché, ça peut t'ouvrir quand même des portes auxquelles tu pensais pas du tout Ouais. au tout départ, quoi. Exactement. Et plus précisément, l'idée il faut 3 bilans, donc 3 extraits de bilan pour répondre au marché public. Alors, c'est faux. Oui, il y a des appels d'offres où ils vont vous le demander. Honnêtement, dans ma pratique auprès des PME, TPE, c'est peut-être 10%, 5 à 10% des appels d'offres où c'est demandé. Dans l'immense majorité, ils vous demandent juste un déclaratif de vos 3 derniers chiffres d'affaires. Dans un document qui s'appelle le DC2, pour ceux qui répondent déjà aux appels d'offres. Sinon, ça peut être en fait un document libre où vous dites ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires. Pas besoin d'extrait de bilan, pas besoin de mettre quelle marge consolidée vous avez faite, juste un déclaratif. Et du coup, je ne vous cache pas qu'il y en a qui gonflent un peu leur chiffre d'affaires, ce qu'il ne faut pas faire, mais il paraît que ça se fait. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir 3 bilans fermes et définitifs pour répondre aux appels d'offres publics. Vous pouvez vous contenter simplement de déclarer vos 3 derniers chiffres d'affaires. Pourquoi c'est important de tuer cette idée reçue? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, moi, que je croise, qui me disent, quand je leur dis les marchés publics, tu vas dessus, et ils me disent non, j'existe que depuis 1 an, donc je pourrais le faire dans 2 ans. Pourquoi tu vas attendre 2027? Je comprends pas. Parce que j'ai pas encore mes 3 bilans. Et là, je dis, oh my God, le truc de fou. Je dis, mais tu as des auto-entrepreneurs qui répondent aux appels d'offres, qui n'attendent pas, qui arrivent à avoir des marchés. Sur des secteurs comme la photographie, vous avez des auto-entrepreneurs qui arrivent. Des entreprises établies, mais parce qu'elles n'ont que 18 mois d'existence, qui se disent, bah non, tic-tac, il faut que j'attende encore 18 mois. Donc c'est hyper dommage et il y a vraiment une prime à ceux qui osent. Donc non, vous n'avez pas besoin d'avoir 3 bilans, sauf si c'est expressément demandé et ça représente qu'une toute petite partie des appels d'offres publics. Vous vous contentez de déclarer vos 3 derniers chiffres d'affaires. Et là, vous allez me dire, mais j'ai pas encore 3 chiffres d'affaires. On s'en fiche. Si tes 3 derniers chiffres d'affaires, c'est que tu en as juste ça. Déclare le chiffre d'affaires que tu en as. Là, on est en quoi? On est en novembre 2025. Si tu as créé ta boîte au mois de juillet, eh ben, déclare tout simplement que tu n'as pas encore de chiffre d'affaires. Tu peux répondre aux appels d'offres publics même si tu n'as pas encore de chiffre d'affaires. Attention, dans ce cas de figure, il faut quand même que toi, je te tutoie, cher entrepreneur qui me regarde à travers cette caméra, il faut quand même que tu aies une compétence professionnelle. Si votre entreprise n'a que 6 mois, mais qu'auparavant, vous avez travaillé 20 ans dans le contrôle technique en tant que salarié, vous avez une compétence. Donc, votre entreprise est neuve, mais votre compétence est établie. Donc, pas besoin de 3 bilans. Vous n'avez même pas encore de chiffre d'affaires. Vous pouvez répondre à certains appels d'offres. Donc, allez-y, foncez. Les 3 bilans, on oublie. Idée reçue, elle est morte. Ça est terminé. Idée reçue numéro 2 que j'entends tout le temps aussi, c'est il faut que j'ai déjà des clients publics.
Sinon, c'est pas la peine, je peux pas répondre aux appels d'offres. Quel est ton avis spontané là-dessus par rapport aux clients qu'on traite ou par rapport à ce que tu vois au quotidien? Bah, après, si on regarde sur le portefeuille en soi, il y a, on va dire, il y a un tiers qui a déjà travaillé avec le public. Ouais, à peu près, ouais. Et quand on dit travailler, c'est pas forcément travailler de manière récurrente. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un client et encore. Ouais, Et la plupart, ils ont jamais travaillé en fait avec le public. Donc, exactement. Exactement. Et malgré ça, on arrive à remporter des appels d'offres publics pour la plupart d'entre eux et on a des preuves de réussite à l'appui. Donc, alors, d'où ça vient? Alors, imaginons que cette idée reçue soit vraie. Je ne peux pas répondre aux appels d'offres publics parce que j'ai pas encore de clients publics. Mais dans ce cas-là, comment tu fais pour les avoir tes clients publics en fait? après, C'est la boucle infinie. Tu sais, c'est comme l'entrée d'emploi. Oui, alors pour ce job, il faut rentrer, mais par contre, pour ce job d'entrée de gamme, il faut avoir de l'expérience. Oui, mais comment je peux avoir de l'expérience si vous ne me laissez pas rentrer sur un poste d'entrée de gamme? Débrouillez-vous. Là, ça ne peut pas c'est un peu marcher. comme le marché du travail, quoi. C'est un peu comme le Ouais, marché du travail. Donc, au bout d'un moment, l'équation est impossible. Donc, oui, vous pouvez répondre aux appels d'offres publics, même si vous n'avez pas encore de clients publics. Bien sûr, si vous en avez, vous pouvez les valoriser. Donc, ça vous donne un petit avantage supplémentaire. Mais nous, la stratégie qu'on a avec nos clients, pour répondre à ce que tu viens de dire, Vincent, l'immense majorité de nos clients n'ont jamais travaillé avec le public. Donc, en fait, tout le discours qu'on va déployer, notamment dans le mémoire technique, c'est de dire, depuis la création de la société en 2008, 2011, 2003, 94, peu importe, depuis la création de la boîte, on a toujours considéré le public comme quelque chose qui pouvait nous intéresser. On n'avait pas encore la porte d'entrée, voilà, on va dire différemment. Mais voilà. Mais par contre, on a acquis des compétences sérieuses auprès de copropriétés, auprès de syndics, voire même auprès de particuliers sur certains domaines, ou auprès de clientèle privée, de grands comptes privés, etc. Et toute cette compétence qu'on a acquis dans le privé, eh ben, en 2025, notre société s'est décidée à se lancer dans une stratégie de réponse aux appels d'offres publics. Et donc, tout ce qu'on a appris dans le privé, on va le déployer chez vous dans le public. Et on a ces 15 ans de métier qu'on va mettre à votre disposition et c'est pour ça qu'on répond à l'appel d'offres. OK, ils n'ont pas de clients publics, mais waouh! OK, ils ont 15 ans de compétences qu'ils ont acquis dans un autre secteur d'activité sur des opérations de même taille et qui sont prêts à mettre chez nous. OK, je vais lire la suite avec intérêt. À partir du moment où vous justifiez, vous êtes capable de mettre toute l'expérience que vous avez acquis dans le privé vers le public, alors que vous avez actuellement 0 client dans le public. Donc non, vous n'avez pas besoin d'avoir de clients dans le public. Vous pouvez démarrer directement rien qu'avec une clientèle privée. C'est vos compétences et votre savoir-faire, peu importe où vous l'avez obtenu, que tant que vous la mettez bien en œuvre, vous serez capable de convaincre un client public, même si aujourd'hui vous n'avez pas de client public dans votre portefeuille, tout simplement. Autre idée reçue, et là, celle-là, elle me tient à cœur parce que j'y ai cru pendant longtemps, en fait. L'idée reçue, c'est la suivante. Quand il y a un appel d'offres, l'acheteur public, il doit avoir devant lui à minimum 3 réponses pour pouvoir attribuer le marché. S'il n'a pas 3 devis, il n'a pas assez d'offres et donc il doit relancer la procédure. Et j'ai longtemps cru ça, par oui-dire, je ne m'étais pas forcément interrogé sur le sujet. Je vous parle de ça, c'est à 10-15 ans. Et je peux vous le dire, c'est faux en fait. Et c'est faux à un point qui est extrême d'ailleurs. Un acheteur public qui ne reçoit qu'une offre, il lance un appel d'offres, il ne reçoit qu'une réponse, il peut donner le contrat à l'entreprise, même s'il n'y a qu'une réponse. Donc tu m'avais parlé d'un exemple avec la CCI, je ne sais pas si on peut Oui, le non, mais après, reporter. c'était un exemple où la personne, elle était toute seule, l'entreprise, elle était toute seule, ils avaient fait un groupement, en fait, ils s'étaient associés pour un marché de formation. D'accord. Et en fait, moi, ce qui m'avait surpris quand elle faisait sa conférence, la personne, elle avait dit, en fait, même les acheteurs, ils avaient dit eux-mêmes, on vous a pris parce que vous êtes seul, mais sachez d'autant plus qu'en fait, le cahier des charges, Il il n'était pas à était 100% dessus, pas quoi. forcément respecté, mais Ouais. Mais après, en fait, il y avait une démarche aussi, une volonté, en tout cas, de l'acheteur dans le cadre de cet appel d'offres où il voulait quand même accompagner. Et je pense qu'il ne voulait pas recommencer un appel d'offres parce qu'en fait, ça allait encore Bien engendrer des sûr. démarches supplémentaires. Bien sûr. Donc, c'est ça aussi qui a permis même en répondant, ils n'étaient pas à côté de la plaque, Bien mais sûr. vu que c'était leur premier appel d'offres, il y avait quand même des lacunes. Ouais. Et ça Mais ils n'a ont pas été forcément sélectionnés quand bloqué même. et ils ont quand même obtenu le marché. Et c'est un marché au niveau national, donc il n'y a Ouais, pas ouais. il y a pas de fermeture dès le départ. Après, ça dépend aussi, je pense, de l'acheteur, Ça dépend du contexte. Ouais. qui va pouvoir en fait décider en amont si on octroie ou pas le marché, quoi. Bien sûr. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'un acheteur public, il lance un appel d'offres. Son objectif, ce qu'il espère, c'est avoir plein de réponses pour avoir du choix. Mais dans la réalité, je vais donner quelques chiffres. Il y a 15% des appels d'offres publics qui ne trouvent pas preneur,
qui sont... Alors, on ne va pas rentrer dans les notions de sans suite et d'infructueux, mais on va dire 15%. 15% des appels d'offres publics, c'est-à-dire qu'il y a 200 000 appels d'offres qui sortent tous les ans. 15% de 200 000, c'est 30 000. Chaque année, il y a 30 000 appels d'offres où l'acheteur lance la procédure. Il lance son appel d'offres, il attend un mois, etc. Et à la fin de la procédure, il est en mesure de donner le contrat à personne. Soit parce que personne n'a répondu, soit parce qu'il y a eu des réponses, mais tout le monde est hors budget. Ça arrive aussi. Soit parce qu'il y a des réponses, c'est dans le budget, mais on est vraiment trop loin du cahier des charges. Donc, toi, je pense, dans ton exemple, on va dire, mettons, il était à 70, 80 du cahier des charges. Là, tout le monde est à 15, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est un chiffre énorme qui dit qu'en fait, on s'imagine que dès qu'il y a un appel d'offres, il va forcément y avoir 20 entreprises qui vont se faire la guerre dessus. Et c'est faux, en fait. Ça dépend de quoi, du coup? Est-ce que ça dépend uniquement du secteur d'activité? Est-ce que ça dépend aussi du cahier des charges en lui-même? Ou c'est un mélange de... Alors là, c'est tout un point de discussion. Ça dépend d'une part de l'acheteur public. Je ne sais pas si vous êtes fan de football, mais vous connaissez au moins le principe de division. Entre la division 1, avec les grandes équipes que tout le monde connaît, et la division 5, avec les petites équipes de campagne, toutes n'ont pas le même prestige. Les acheteurs publics, c'est la même chose. Entre la ville de Paris, France Télévisions, les grandes régions, etc., et les petites mairies, etc., vous avez un prestige. Quand c'est ville de Paris, tout le monde est dessus. Quand c'est la mairie d'Écouen, j'ai rien contre Écouen, que si vous nous regardez, mais c'est pas le même prestige. Quand vous avez France Télévisions qui sort un appel d'offres, c'est une chose. Quand vous avez une petite université de province, d'un seul coup, il y a moins de monde. Donc, un, c'est le prestige. Au niveau de l'acheteur public, est-ce que l'acheteur est plus ou moins prestigieux et va attirer plus ou moins de monde? Deux, c'est la taille de l'appel d'offres aussi qui peut des fois générer plus ou moins de réponses. Plus il est important, des fois, plus important, il va générer des retours de la part de grands comptes, il va effrayer les petits. Trop petits, des grands comptes ne vont pas s'y intéresser. Mais comme les petites boîtes répondent pas aux appels d'offres, donc on va être dans un ventre mou. Et ça peut être aussi, on va se le dire, hein, des fois c'est un cahier des charges mal fichu. On voit un cahier des charges, on voit des pénalités qui sont hallucinantes. Il y a eu un exemple par rapport à ça, notamment à l'époque des JO de 2024, qui sont déjà du passé du coup. Il y avait un appel d'offres de transport, tout le monde l'a vu, hein. Mais quand on a vu les pénalités, enfin, tout le monde a refermé le dossier en disant c'est hors de question que je réponde à ce truc. Donc tout ça pour dire, il y a des appels d'offres ne sont pas aussi... Il y a plein d'appels d'offres qui passent à travers les mailles du filet où il n'y a pas de réponse. Le corollaire de ça, du coup, c'est que si un acheteur public ne reçoit qu'une entreprise répondante, vous imaginez les Jeux Olympiques du 100 mètres, il n'y a qu'un coureur qui se présente. La course est déjà Et le gagnée. mec, il se présente, il marche à pied, il fait là, 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 là. Au lieu de faire 8 secondes 97, le mec, il fait les 100 mètres en 1h20. Mais comme c'est le seul à s'être présenté, il a la médaille. Donc c'est triste, mais alors, je crois qu'on ne peut pas faire le 100 mètres en 1h20. Je crois qu'il y a une limite de temps. Mais vous imaginez le truc, quoi. Vous êtes médaillé du 100 mètres olympique parce que vous êtes le seul à avoir attrapé le métro ce jour-là. C'est un peu l'équivalent. Et l'équivalent qu'on a eu dans la vraie vie par rapport à ça, bon, on l'a déjà cité dans un podcast précédent, c'était Tesla. C'était la police de Mandelieu-la-Napoule. Qui avait lancé un appel d'offres de voitures électriques. Personne n'a répondu. Je crois qu'il y avait une première fois, c'est Tesla qui avait répondu. Ils ont décidé malgré tout de relancer l'appel d'offres. Ils relancent l'appel d'offres et là, encore une fois, il n'y a que Tesla qui répond. Vous allez me dire, Philippe, tu m'as dit qu'on pouvait être seul et décrocher quand même l'appel d'offres. Quand il n'y a qu'une seule entreprise, l'acheteur public a le choix. Il y a une espèce de vide juridique. Soit il décide d'attribuer le marché au seul qui s'est présenté, soit il décide, comme en se disant un seul c'est pas suffisant, je préfère avoir une vraie mise en concurrence, à relancer l'appel d'offres. Et là, c'est ce qu'ils ont fait. Première fois, ils n'ont eu qu'une réponse. Deuxième fois, ils n'ont eu qu'une réponse, encore le même qui a répondu la dernière fois. Et là, ils ont dit stop, ça sert à rien. Si on le refait une troisième fois, on va avoir encore le même gars. Donc autant le prendre et on va arrêter parce que de toute façon, ils ont besoin de voitures. Là, ça peut plus attendre. Quand c'est un besoin, on va dire... impérieux, quand c'est vraiment un besoin, au bout d'un moment, il faut des voitures. Là, il y a une obligation limite de l'acheteur aussi de répondre... Au bout d'un moment, ouais, s'il a besoin de renouveler les véhicules, il ne peut pas laisser les pauvres officiers municipaux tourner comme ça avec des... Voilà. Donc, seul présent, seul dossier, retenu. Donc, c'est possible. Et je vois régulièrement des appels d'offres où quand on regarde dans le BEMP combien d'entreprises étaient en lice, on voit une. Donc, c'est hyper fréquent. Et oui, il n'y a pas besoin d'avoir 3. Ils peuvent le faire. La famille numéro 2, là, je vais passer un peu
Là, on a passé un peu les idées reçues. Il y en a peut-être d'autres qui vont nous revenir en tête, hein. On va pas forcément faire les choses dans l'ordre. Là, on va passer un peu aux opinions, on va dire, un peu controversées. Ça, c'est des phrases que je dis aux gens. Et quand je dis, ils disent, non, c'est pas possible. Non, mais tu mens, c'est faux. Je vais vous donner le premier. Opinion controversée, vous êtes prêts? Répondre à un appel d'offres public, je vous le dis, hein, ça n'a rien de juridique. Zéro juridique. Et j'ai dit ça à un partenaire business. Je lui ai dit, mais tu sais, Marc, répondre à un appel d'offres, il n'y a rien de juridique. Le mec, il m'a regardé, il m'a dit, comment ça, rien de juridique? Ils n'arrêtent pas de citer des codes de la commande publique, il faut faire des attestations sur l'honneur, alinéa du code du travail. J'ai dit, mais tu t'en fiches de ça. Enfin, c'est pas du juridique. Tu me demandes de faire une attestation sur un truc, tu vas sur Légifrance, tu codes. Je suis pas juriste, j'ai fait un copier-coller. J'atteste sur l'honneur que code alinéa 3, c'est tout. C'est pas du juridique. Le juridisme dans la procédure d'un appel d'offres, il est côté acheteur. C'est à l'acheteur de vérifier qu'il est bien dans les seuils de publication. C'est à l'acheteur de vérifier qu'il est bien dans les seuils de procédure. C'est à l'acheteur public de vérifier qu'il a bien choisi le mode de passation entre un accord cadre, appel d'offres ouvert. Le juridisme, il est de leur côté. Vous êtes entreprise, vous détectez un appel d'offres, vous ouvrez le truc. Je suis désolé, mais vous montez. Nous, on monte des dossiers commerciaux. À aucun moment on monte des dossiers juridiques. C'est pas un travail de juriste. Les juristes sont de leur côté, hein. Là, quand vous répondez à un appel d'offres, vous répondez à un appel d'offres de formation. La CCI de Haute-Marne lance un appel d'offres de formation sur la posture managériale de ses middle management, etc. Vous avez un nombre de personnes informées, vous avez un programme qui est la posture managériale, vous avez une pédagogie, vous la déployez et vous déposez votre dossier. Où c'est que j'ai fait du juridique, en fait? Paris Habitat recherche une entreprise, électricien, pour faire des interventions auprès de ce locataire. OK, vous faites des visites de site, d'accord. Vous déployez vos moyens humains, vos moyens matériels. J'ai combien de véhicules? Il y en a combien qui sont électriques ou critères ou je sais pas quoi, machin. C'est quoi mes protocoles d'intervention? C'est quoi mon matériel? C'est quoi mes prix? C'est quoi mes marges? C'est quoi mes dérogations auprès de Saint-Gobain ou d'un Rexel ou de je sais pas quoi? C'est du commerce. À aucun moment, je pense, juridique. Donc, répondre à un appel d'offres, je vous le dis, c'est zéro juridique. Mais quand je dis ça aux gens, ils ont l'air d'exploser en mode ah, tu fais du juridique, toi, quand tu montes des dossiers? Bah, en fait, je vois plutôt ça, tu vois, un peu comme des conditions générales ou des cookies, en fait. Tu lis, et en fait, tu lis jamais. Ouais, quand tu télécharges une appli, tu dis. Bah, après, par définition, je pense que le juridique, ça concerne uniquement les juristes et les avocats, en fait. Ça concerne personne d'autre. Bah, Tu peux lire, mais... au stade de la réponse appel d'offres, moi, c'est juste répondre à un appel d'offres. On ne répond pas à un marché public, on répond à un appel d'offres, mais ça, c'est un autre débat. Ça n'a rien de juridique. Vous montez un dossier commercial. Vous captez un besoin et vous expliquez pourquoi vous êtes le meilleur pour y répondre. Et d'où ça vient, on a eu cet aparté, d'où ça vient malheureusement, pourquoi les entreprises sont persuadées que répondre à un appel d'offres, c'est juridique? Parce qu'eux-mêmes, quand ils vont s'inscrire à des formations en fait, de réponse à appel d'offres, ils atterrissent dans une pièce, ils sont 12. Souvent, ça va être de l'inter-entreprise. Donc moi, je suis plombier, lui électricien, l'autre, il fait de la communication, on est 12. Et ils ont un formateur qui est juriste. Et en fait, la matinée démarre de formation. Bienvenue à la formation. On va commencer la formation. Les seuils de publication, les seuils de procédure, une procédure adaptée. Et ils vont commencer une demi-journée là-dessus. Moi, je vous le dis, ça fait 15 ans que je n'ai aucune idée à quoi correspondent les seuils. Si, je sais à quoi correspondent les seuils. Je grossis le trait. Mais en tant qu'entreprise, ça ne vous sert à rien. Ce n'est pas vous qui lancez le marché. Ce n'est pas à vous de vous soucier si vous êtes dans le seuil du BOAMP, Bulletin officiel des annonces de marché C'est public. partie de la notation. Mais non, mais lui, c'est un juriste. Ouais. Donc et ça ne fait pas partie de la notation. Exactement. La notation, c'est vos moyens matériels, vos moyens humains et votre méthodo. Et les RSE, et éventuellement maintenant la RSE. Ouais. Mais eux, ils font des formations. Et la première demi-journée, je vois un juriste qui leur dit les seuils. Et ils apprennent les seuils. Les seuils. Ouais, de manière limite un peu biblique, quoi. Exactement. Lui, c'est son quotidien, mais je vous assure que ce ne sera pas le vôtre. Et malheureusement, ça va un peu teinter votre position. Donc, ça a zéro juridique. Dites-le à votre prochain after-work professionnel. Vous allez voir la tête que vont faire les gens. Position controversée. La suivante, on ne va pas faire des amis.
Je vais pas me faire des copains. C'est un hot take, comme ils disent aux États-Unis. C'est, voilà, je vais le dire. Position controversée. Demandez l'avis d'un acheteur public pour monter votre mémoire technique, c'est la pire des idées. Je suis désolé. C'est une mauvaise idée, mais un truc de ouf, comme on dit chez moi, je suis d'Aubervilliers. C'est une très mauvaise idée. Et l'acheteur public qui regarde ça, il me dit quoi? Non, il est en train de cracher sur mon métier. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Pourquoi faire appel à un acheteur public pour monter un mémoire technique? C'est pas une bonne idée. Raison numéro 1, et on l'a déjà évoqué aussi dans un podcast précédent, être critique culinaire et être cuisinier, ça n'a rien à voir. Un acheteur public, il va vous dire non, mais moi, je suis compétent pour t'aider à faire ton mémoire technique parce que j'étais acheteur public pour la mairie de. Et des mémoires techniques, j'en ai vu plein. J'en ai lu plein, j'en ai contrôlé plein. Mais quel est le bon? Non seulement ça, mais moi, c'est comme si tu me disais. C'est comme si je te disais ah non, mais moi, je vais t'aider pour la carte de ton restaurant parce que je bouffe tout le temps, en fait. Je bouffe tout le temps, je mange tout le temps. Donc forcément, je suis compétent. Ouais, mais le prix fournisseur, etc. Mais c'est même pas ça. C'est pas parce exactement. C'est parce que tu manges que tu sais cuisiner. C'est pas parce que tu es critique culinaire que tu sais allumer un four. Tu vas me dire, j'ai goûté 200 plats. J'écris dans tel. Regarde, j'écris dans tel magazine de critique culinaire. Ok, tu sais faire la critique. Mais moi, j'ai un problème. Du coup, viens voir. J'arrive pas quand j'allume mon four, j'arrive pas à contrôler la température. Ce qui fait qu'entre mon beurre, en fait, quand j'essaye de me dire, mais mec, il me dit, je sais pas faire moi. Moi, ce que je sais faire, c'est on me présente un plat tout fait et je te le critique. Tu vois la différence? Ouais, c'est entre construction et analyse. Mais bien sûr, être critique cinéma, ça veut pas dire je sais faire un film. Tu vas me dire, moi j'ai critiqué 10 000 films, je sais des films internationaux. Tu dis, ah ok, super, bah viens alors. Alors j'ai un problème. Scénario. Ouais, alors j'ai un problème déjà. Quand j'allume ma caméra, j'ai un problème de colorimétrie, ce qui fait que mon actrice, du coup, elle a mal à s'exprimer parce qu'elle voit que je stresse, tu vois. Et comme je stresse à la caméra, elle stresse encore plus. Et je me rends compte en plus, au niveau de l'écriture, mais mec, elle dit, mais moi, c'est pas mon métier. Moi, je sais, ce que je sais faire, c'est on me présente un truc terminé et je le juge. Un acheteur public, c'est ça. Un acheteur public, c'est quelqu'un qui reçoit des dossiers, en fait, qui sont déjà terminés et il va juger un travail fini. C'est un peu comme un professeur, en fait. On peut dire ça comme ça. Il corrige la copie, mais c'est pas lui qui fait la copie. Ah, c'est différent parce que tu as une relation professeur-élève qui est différente. Le professeur a vraiment un ascendant sur l'élève, mais être juge d'un produit. Moi, quand j'étais petit, on me disait inspecteur des travaux finis, quoi. C'est bien, toi, tu es inspecteur des travaux finis. Donc, quand le travail est fait, tu sais donner ton avis, c'est bien. Mais c'est pas pareil que quand on est parti d'une feuille blanche à zéro qu'il fallait monter le truc. L'objectif n'est pas le même. C'est l'acheteur, il l'attribue. Et quand tu es consultant, mais oui. C'est un rôle consultatif, c'est un rôle de conseil. Tu construis avec elle. Regarde, l'autre, la Madame de Fontenay, c'est elle le jury. Mais ça veut pas dire que c'est une belle miss. Hein. Je suis désolé. Tu la mets de l'autre côté à critiquer, c'est bien. Je te dis, vas-y, va mettre un maillot de bain, va tournicoter maintenant. Elle va dire, t'es malade, j'ai 80 piges. Bah oui, on est d'accord. Être jury, c'est pas pareil. Donc, et un autre truc aussi, la difficulté, c'est qu'être acheteur public, c'est une chose, mais être acheteur public dans une mairie, c'est pas la même chose qu'être acheteur public dans un hôpital, qui n'est pas la même chose qu'être acheteur public pour une université, qui n'est pas la même chose qu'être acheteur public pour une métropole. Si vous avez été acheteur public que pour une mairie, c'est bien, mais vous ne connaissez d'ailleurs que les mairies, et dans les mairies, vous n'en connaissez qu'une. Sauf, bien sûr, si vous avez travaillé dans plusieurs. Quand vous êtes côté entreprise, vous êtes amené à monter des mémoires techniques qui doivent convaincre des mairies, mais des fois des associations, des fois des bailleurs sociaux qui ont complètement une autre façon de penser par rapport à une municipalité. Des fois, ça va être des communautés de communes, des fois, ça va être des ministères, des fois, ça va être des acteurs tels que l'UGAP. L'UGAP, c'est pas une mairie. Donc, dire j'ai été acheteur dans une mairie, donc, je suis compétent en mémoire technique, bah pour toutes les raisons qu'on vient de dire, c'est pas forcément vrai, parce que c'est pas un travail fini qu'on va inspecter. Là, il faut monter de zéro. Et deux, oui, vous avez vu des mémoires techniques dans un contexte de mairie. Tous les autres acheteurs publics, vous savez pas comment ils pensent. Et c'est pour ça que, du coup, moi, j'inviterais plus, du coup, les entreprises. Alors, bien sûr, je suis en train de parler de ma paroisse, mais parce que, pour le coup, je pense que c'est la bonne paroisse. Entourez-vous de personnes qui ont déjà construit des mémoires techniques dans différents secteurs d'activité et qui ont des preuves avérées de réussite auprès de différents types d'acheteurs publics. Vous n'allez pas convaincre un Sciences Po
comme vous allez convaincre France Télévisions, comme vous allez convaincre une petite mairie, ils ont chacun des prérogatives différentes. Donc non, désolé, je vais pas me faire des amis. D'opinion controversée, c'est que demander l'avis d'un acheteur public pour un mémoire technique, c'est pas forcément la meilleure des idées. Sorry. Euh, Opinion controversée suivante, celle-là, elle va être aussi égratignée. Vous pouvez avoir 20 ans d'expérience dans votre métier. Malheureusement, d'expérience, dans 95% des cas, vous ne savez pas rédiger un mémoire technique. Sorry. Et c'est ce que je croise beaucoup. Quoi? Mais c'est pas possible. Je fais le métier depuis 15 ans. Forcément, je sais rédiger un mémoire technique. Et en fait, c'est faux. Et je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, ça les gens le savent intuitivement. Ah, un tel, il est très fort en maths, donc il va être très bon pour me l'enseigner. Ah, tu peux être très fort en maths et être un professeur nul. Le fait d'être bon en maths et le fait d'avoir la compétence pour transmettre cette connaissance, c'est deux skills complètement séparés. Tu peux être une tête en maths de manière très avancée ou tu peux être une tête en sport et te dire, tiens, va le voir, il est très fort, il va pouvoir t'enseigner. Non, la compétence d'enseignement est une compétence en elle-même. Dans la même idée, tu peux être très fort en électricien, bureau d'études, organisme de formation. Mais le fait de rédiger sur ton métier, c'est un autre skill. C'est autre chose. Après, tu as un exemple aussi, c'est par exemple dans le football. C'est que tu as des gens, ils sont entraîneurs, ils étaient exécrables en tant que joueurs. Exactement. Exactement. Et en fait, on se dit que tu es très bon joueur, donc tu es très bon entraîneur. Et c'est pas... Mais ça, vous le savez, les gens qui nous regardent, ils disent « Ah, c'est le moment d'éclairement. » Ils font « Ah, mais ouais, on a tous un exemple de ça. » Où tu dis « Un tel, mais oui, il va voir un tel, le cousin est super fort en foot, il va t'aider. » Non, il est très fort pour lui, mais il va pas être capable de véhiculer. C'est le fait de véhiculer. Cette idée de véhiculer, ça, c'est une autre chose. Vous pouvez être très fort dans votre métier, mais véhiculer ça dans un contexte écrit qui va convaincre, sans que vous soyez présent, un acheteur, c'est autre chose. C'est autre chose. Après, on est un peu le ciment aussi. On est une sorte de collectif. Tu as vu que, par exemple, parfois, tu dois parler à plusieurs services d'une même structure, par exemple, entre la direction et les salariés. Et en tant que consultant, tu es le ciment. Exactement. Ah, c'est encore pire parce que du coup, on a différents niveaux de compétences qu'on doit coaguler au sein d'une réponse unique. Et là, effectivement, c'est le job du consultant d'être effectivement le lien entre tout ça. Mais ouais, et ce qui est très dur de faire comprendre aux gens, c'est de dire, bah écoute, tu es très fort dans ton métier, mais ton mémoire technique, il est ni fait ni à faire. Pire des fois, c'est de dire, les gens vont me dire, ouais, mais Philippe, des mémoires techniques, on a déjà. Je veux dire, je sais que je vais te vexer, mais je sais d'avance que ce que tu vas m'envoyer, ça va pas être bon. Et les gens ils disent, mais attends, arrête de déconner, je suis électricien depuis 25 ans. Je sais que tu es très bon électricien, c'est pas le problème. C'est le fait de véhiculer ça dans un ensemble cohérent, à l'écrit, qui soit spécialement designé pour convaincre un acheteur, c'est toute cette autre suite-là où je sais que tu n'as pas ça encore dans ta besace. Mais c'est pas grave, on travaille ensemble et on verra comment ça se passe. Mais c'est très, très compliqué. C'est pas parce qu'on est bon dans une matière qu'on est bon pour l'enseigner. C'est pas parce qu'on est bon dans un métier qu'on sait rédiger un mémoire technique qui va être lié à ce métier. C'est des choses différentes. Et pour prendre ton exemple, si vous prenez Rafael Nadal et qui joue un match contre son entraîneur, il va lui mettre 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. L'entraîneur, c'est pas le meilleur joueur. Mais par contre, c'est lui qui s'est enseigné le mieux, quoi. Ouais, non, mais j'avais discuté, tu vois, avec quelqu'un pendant un événement et il me disait ouais, j'ai répondu à 40 appels d'offres. Je lâche l'affaire. Ouais, bah, je lâche l'affaire parce que je comprends pas, mais moi j'ai fait 40 appels d'offres. C'est que de la merde. Et 40 appels d'offres, quand il m'a dit le chiffre, je pense qu'il mentait pas parce qu'il m'avait dit 48, tu vois, c'était pas qu'un chiffre rond. C'était vraiment un chiffre précis. Compté, quoi. Et je pense qu'en fait, il avait un traumatisme pendant l'enfance. En fait, tu vois, tu te dis, mais j'ai essayé, j'ai insisté, mais en fait, ça marche pas, quoi. Non, complètement. Non, mais c'est très compliqué parce que c'est compliqué parce qu'on y tient, c'est son métier et vous avez acquis de belles compétences sur vos métiers et jamais je vais nier un truc comme ça. L'exemple que je prends souvent, que j'avais pris aussi précédemment, c'est l'exemple du médicament. L'exemple du médicament, vous avez une gélule de médicament, le principe actif, c'est vous.
Je serai jamais meilleur que vous en électricité, je serai jamais meilleur que vous en cybersécurité. Donc, le principe actif, c'est vous. Mais moi, je vais être la gélule qui fait que quand l'acheteur il va avaler le médicament, ça va fondre à la bonne vitesse, ça va passer par les bons vaisseaux. Et des fois, c'est pas une gélule qu'il fallait, c'était un spray. Et des fois, c'est pas un spray qu'il fallait, c'était un. Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire. Mais moi, c'est de prendre votre expertise, ce principe actif, ce médicament, et je vais faire comment je fais en sorte qu'il arrive auprès de l'acheteur. Est-ce que c'est un spray? Est-ce que c'est une gélule? Est-ce que faut que je passe par voie cutanée? J'en sais rien. Et ça, on va voir ensemble. Mes buts, c'est de véhiculer votre expertise. Et ça, c'est mon métier. On sort du vôtre. C'est pour ça que le mieux, c'est de joindre nos expertises. Là, je pense qu'on est pas mal. Si je peux en rajouter une opinion controversée qui va presque. Je vais presque jouer contre mon camp, mais c'est pas tout à fait le cas. Se lancer sur les marchés publics, c'est pas le moyen de croissance rapide pour votre entreprise. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'elles vont faire exploser leur chiffre d'affaires. Ça peut arriver. Je ne dis pas que ça arrive jamais. Vous avez des boîtes, mais parce qu'elles l'ont intégré très tôt. C'est dès la création de l'entreprise, elles sont lancées dans les marchés publics. Ce qui est que 3 ans plus tard, elles se sont lancées. Et ça s'est lancé conjointement avec le chiffre d'affaires. Mais moi, une phrase que je dis tout le temps, se lancer dans les appels d'offres publics ou les marchés publics pour faire exploser votre chiffre d'affaires, c'est comme quelqu'un qui me dit je viens de me lancer dans les investissements financiers pour payer mon loyer à la fin du mois. Et là, il y a un problème de tempo, en fait. Il y a un problème de tempo. Un investissement, c'est vous planter des graines et vous faites pousser pour que, à échelle moyenne, ça ait porté ses fruits. Une démarche appel d'offres, c'est pareil. Vous pouvez marquer un strike, vous pouvez marquer un 3 points. On a des clients comme ça. On a un client organisme de formation. Premier appel d'offres, on joue 3 lots, on en chope 1. Donc, c'était pour un appel d'offres de formation en intelligence artificielle. Premier appel d'offres qui joue, on marque un strike. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas promettre de faire ça à chaque client. Un deuxième exemple, c'est un client en imprimerie. Il perd le premier appel d'offres auquel il joue et le deuxième, il le remporte. Bon, on va dire, c'est bien, c'est de la croissance rapide. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, ça n'a pas fonctionné comme ça. Vous pouvez jouer une crypto-monnaie et d'un seul coup, le truc, il fait plus 800 ou plus 8000%. Oui, ça arrive. Quelles sont les chances que ça vous arrive à vous demain? Dans la vraie réalité, si vous lancez de l'investissement financier, vous savez que ça va être le temps d'investir, le temps de faire les bons choix, le temps de faire fructifier, et ça demande ça. Une démarche à un appel d'offres, c'est plusieurs mois avant que ça démarre. Donc, si vraiment vous êtes sur un bateau qui coule et vous vous dites, moi, en 2 semaines, je vais remporter un appel d'offres, ça va faire exploser mon chiffre d'affaires, c'est pas le bon tempo, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas venir nous voir quand c'est vraiment le bateau est en train de couler, il y a des trous dans la coque, parce que le temps qu'on crée les outils, le temps qu'on réponde, le temps qu'on s'améliore, c'est plusieurs semaines, plusieurs mois avant d'avoir les premiers retours. Donc, voilà. Vous ne faites pas de l'investissement financier pour payer votre loyer dans 3 semaines. Vous ne vous lancez pas dans les appels d'offres pour redresser votre entreprise en 1 mois. Ce n'est pas crédible. Je préfère le dire parce que c'est aussi de l'honnêteté de notre part. La réponse à appel d'offres, c'est un processus itératif. On répond, on gagne, on perd, on corrige. Et cran par cran, on s'approche du coup de la victoire et de l'augmentation de chiffre d'affaires. Mais vous devez passer par ça. Après, je pense aussi, tu vois, les gens, ils confondent croissance rapide et croissance long terme, en fait. C'est pas la même chose. Vous construisez des fondations solides, mais pour qu'elles soient solides, il faut du temps. Il faut faire des erreurs. Et puis, il faut du temps. Il faut un certain temps. Si vous plantez un arbre... on verse trop d'eau, par exemple. Vous versez trop d'eau, le truc, il meurt. Ou alors, vous dites, le truc, il est comme ça. Vous dites, c'est bon, je vais installer une balançoire pour la petite. Je crois pas, non. Il y a un problème de tempo, là, il y a un truc qui va pas. Donc souvent, en fait, il va falloir qu'on joue avec ce tempo-là et qu'on se rapproche un peu de quelque chose de plus stable. Famille 3, le bullshit. On va aller rapidement. Il y a un bullshit qui m'énerve. Alors, au-delà de l'idée reçue, là, c'est du bullshit. Pour remporter un appel d'offres, ça c'est le bullshit, ouvrez les guillemets, pour remporter un appel d'offres, il faut aller au-delà du cahier des charges. Il faut lire entre les lignes les besoins cachés que l'acheteur n'a pas osé écrire. What the fuck, quoi. Non mais il y a un moment, excusez-moi, là on est dans la sorcellerie. Ça sent le ressenti. Non mais moi j'ai vu mais ça c'est un truc que j'entends tout le temps et j'ai craqué sur le fameux réseau professionnel LinkedIn dont que tout le monde connaît et j'ai vu ça une fois de trop, j'ai éclaté. On n'est pas des voyantes, hein.
au bout d'un moment. On répond à un cahier des charges. Commencez pas à psychanalyser l'acheteur sur ce qu'il a pas osé écrire, mais peut-être que oui, etc. Vous n'êtes pas là pour ça, hein. On n'est pas dans le psychanalysme freudien, hein. Faut Il y être a un moment, pragmatique. Ouais. voilà, il y a un cahier des charges. Commencez pas à essayer de lire dans les pensées des gens. Faites du pragmatisme, hein. Vous lisez un cahier des charges, vous faites un dossier commercial et non pas un dossier juridique. Vous répondez au mieux, moyens humains, moyens matériels, et on déroule, quoi. Et on fait quelque chose de sérieux. Alors, je comprends d'où ça vient, parce que du coup, ça permet de transformer une activité de montage de dossiers. On a beau monter des dossiers commerciaux, c'est quand même du montage de dossiers. Et là, ça devient presque une quête mystique, en fait, le truc, quoi. On est en train de deviner les besoins cachés que l'acheteur n'a pas osé écrire. Ouh, c'est presque surnaturel. Évidemment, on n'est pas dans une série Netflix, hein. Moi, je vois un cahier des charges, je réponds aux besoins, hein. Et de toute façon, vous ne serez jugé que sur ce que vous avez répondu aux critères exprimés au cahier des charges. Ne faites pas l'erreur d'essayer de répondre à des besoins qui ne sont pas écrits et de risquer vraiment le hors-sujet. Vous n'êtes pas là pour ça. Et c'est hyper important d'être pragmatique. Alors, je sais que c'est moins sexy, hein. Du coup, on monte un dossier commercial, cahier des charges. On n'est pas en train de faire une quête mystique sur des besoins subconscients de l'acheteur. Ouais, mais vous avez peut-être plus de chances, du coup, de remporter l'appel d'offres, je pense. Après, tu peux faire ça peut-être uniquement quand il y a autorisation de variante, et encore. Ah, attention. Alors, sans forcément rentrer dans les variantes, après, il y a un autre point. On peut faire de la recherche complémentaire sur ce qui se passe. Moi, je vais donner je vais donner un exemple concret. Pas dans le cadre de mon cabinet actuel, mais quand j'étais dans un autre cabinet, j'avais un client qui faisait qui était médiateur urbain. Médiateur urbain, c'est quand vous avez une zone de travaux, une zone comme ça C'est des gens qui sont habillés avec des gilets jaunes ou des gilets orange, etc. Et qui sont là pour faire médiation, pour aider les gens. Quand ah ben je retrouve plus la sortie avec ces travaux, je m'y perds. Vous inquiétez pas, madame, c'est à gauche. Ils ont aussi un rôle un peu quand il y a un jeune qui va arriver, qui va taguer ou qui machin. Jeune homme, attention, c'est ça la médiation urbaine. Ok. Et en fait, on répondait à un appel d'offres. Je me souviens plus, c'était pour la construction d'une gare dans un centre-ville quelconque. C'était il y a des années, quoi. J'ai plus trop le contexte. Et en fait, l'opération, c'était ça. Médiateur urbain, cet appel d'offres est pour de la médiation urbaine, dans le cadre de la construction de la gare, bah. Et donc, j'ai dit, OK. Et en fait, je me suis dit, on va regarder sur Internet. C'était avant les IA et compagnie, hein. Et je vais regarder sur Internet et je me rends compte, en fait, que je trouve le montant des travaux. On était à une quarantaine de millions d'euros de travaux, etc., pour le renouvellement de la gare. C'était pas indiqué dans le cahier des charges, pour le coup. Et en fait, j'ai proposé au client d'aborder l'angle de réponse en disant oui, la médiation urbaine, patati, pour aider les gens, pour éviter les graffitis, les incivilités, c'est une chose. Mais le fait que les gens soient mieux accompagnés dans le changement de leur quartier, ça leur permet aussi, ça permet d'éviter qu'ils entrent en résistance, qu'ils fassent des comités de quartier pour lutter contre Tu comprends ce que je veux dire? Plus ils sont accompagnés, plus ça accompagne le changement, moins ils vont rentrer en résistance. Parce que s'ils rentrent en résistance, une journée de chantier de perdu sur un chantier à 40 millions, c'est que ça douille quand même pas mal. Un mois de perdu, c'est encore pire. Donc, du coup, j'ai été chercher une donnée qui n'était pas dans le cahier des charges, qui était le montant. Je ne sais plus si c'était 40 millions ou 140 millions, mais peu importe, c'est en millions et en millions. Et j'ai dit, au-delà des incivilités de guider les gens, vis-à-vis du projet de construction, le fait d'accompagner les habitants, c'est aussi moins de chances qu'ils rentrent en résistance contre le projet et que ça génère du coup du retard de chantier. Sur un chantier à 140 millions, à 40 millions, c'est quand même pas mal. Donc j'ai été chercher dans le contexte de l'opération une donnée qui n'était pas dans le cahier des charges. Mais je n'ai pas deviné. Et j'ai été regarder ce montant de chantier, j'ai regardé ce que... Et du coup, j'ai dit, c'est pas écrit dans le cahier des charges, on a été le chercher à côté, mais au vu du montant, c'est pas intéressant quand même que vous n'ayez pas de... Et ils ont apprécié, en sous-tense, ils ont apprécié ça. Mais du coup, on n'a pas fait de la divination, on a regardé dans le contexte immédiat de l'appel d'offres ce qu'on pouvait trouver comme données complémentaires. Donc, aller chercher à côté pour renforcer, oui, deviner le subconscient de l'acheteur, je mets un grand nom par-dessus, ça c'est une certitude. Qu'est-ce que je peux mettre comme bullshit? Ah oui, le bullshit. Il y en a un qui est particulier. On peut le mettre dans le bullshit, mais c'est lié à ça. Et le bullshit, il est double. C'est par rapport au fait de rencontrer les acheteurs en amont.
Et c'est le bullshit numéro un, mais c'est les deux faces d'une même pièce. Bullshit numéro un, ça sert à rien de jouer un appel d'offres si on n'a pas rencontré l'acheteur en amont, on n'a aucune chance. Le corollaire, c'est ah non, de toute façon, j'ai rencontré l'acheteur, l'appel d'offres, il est pour moi. Pourquoi c'est du bullshit? Déjà, d'une part, je crois que l'immense majorité des appels d'offres qu'on a remportés pour le cabinet, à l'exception d'un peut-être, sur tous les appels d'offres qu'on a remportés, pas une fois notre client a rencontré l'acheteur. Il y en a un qui est UGAP, dont je peux parler parce qu'on a une publication dans Challenge sur le sujet, où notre client a rencontré effectivement l'UGAP en amont, mais comme il a rencontré les autres, et vous allez comprendre la jointure. Et là, oui, il a rencontré en amont. Mais non, on peut remporter un appel d'offres public sans avoir rencontré l'acheteur en amont. Ce n'est pas une obligation. Mais le corollaire du coup inversé, j'ai rencontré l'acheteur, donc forcément il est pour moi. Il y a un truc, on raconte souvent l'histoire de l'entreprise qui a rencontré l'acheteur en amont et qui a obtenu le marché. Ça, il n'y a pas de problème. On ne raconte pas l'histoire des 9 autres qui ont eu le même rendez-vous et qui ont loupé l'appel d'offres, qui ne sont pas fait retenir. Simplement. Donc, c'est pas parce que vous avez... Alors, d'une part, même si vous avez rencontré personne en amont, postulé à l'appel d'offres, vous n'êtes jamais à l'abri. On l'a mentionné plus tôt dans le podcast, des fois, ils n'ont reçu qu'une réponse. Ça se trouve, le truc dont tu as parlé tout à l'heure, la communication, c'est la seule à avoir répondu. Pourquoi? Parce que les autres, ils se sont dit, on n'a pas rencontré l'acheteur en amont, ça sert à rien de répondre. Elle a répondu au culot, elle était toute seule, elle remporte l'appel d'offres. Vous mettez des freins tout seul dans votre tête. Après, ça dépend aussi de l'organisation interne. Tu m'as dit, dans certains cas, tu as des personnes, tu as des sociétés où il faut que le commercial connaisse la mairie, la commune. Mais en tout, il ne faut pas connaître tout ça. Il faut connaître aussi l'acheteur. Il faut connaître Bien sûr. Après, toute cette chaîne-là, après, c'est autant de freins. Attention, après, ma vision est teintée aussi par le fait que nous, on accompagne principalement des PME et des TPE, donc des petites structures. C'est vrai que vous avez des grands comptes, qui vont dire, moi, si sur la fiche CRM du client public, je n'ai pas une rencontre avec un commercial dans les 12 derniers mois, et je parle d'une rencontre qualifiée, je ne réponds pas à l'appel d'offres. Mais là, c'est une stratégie de grand compte qui est différente. Vous êtes TPE, vous êtes PME, vous faites entre 0 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas forcément dans ce cas de figure, vous n'avez pas forcément cette force de frappe. Moi, ce que je peux dire au quotidien, je n'ai pas la science infuse, mais l'immense majorité des appels d'offres qu'on remporte pour des marchés publics, du coup, qu'on remporte pour nos clients, le client n'a pas rencontré l'acheteur en amont. Et la deuxième version de ça, qui est c'est bon, j'ai rencontré l'acheteur, etc. Ouais, mais des entreprises qui rencontrent des acheteurs qui vont sur l'appel d'offres et qui ne l'ont pas, il y en a aussi une palanquée. Et malheureusement, l'histoire des perdants, ce n'est pas celle qu'on va raconter à la télé, en fait. Donc, rencontrer l'acheteur, si vous pouvez, c'est bien. Ce n'est pas une solution magique et ce n'est pas ça qui va régler tous vos problèmes. Donc, même si vous n'avez rencontré personne, à partir du moment où vous avez identifié que l'appel d'offres correspond à votre expertise et que vous avez vraiment une carte à jouer, répondez. Et question, tu vois, par exemple, imaginons on est une entreprise, Ouais. il n'y a pas de visite sur site comme dans le BTP, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut quand même tout de même faire une demande auprès de l'acheteur pour une rencontre physique ou en général on ne le fait pas Alors, comment ça se passe par rapport à ça concrètement, la réalité, c'est que si l'appel d'offres est sorti, les rencontres avec l'acheteur vont être très limitées. Parce qu'il y a une notion de la commande publique, qui est une notion fondamentale qui est l'égalité de traitement entre les candidats. Je ne peux pas recevoir une entreprise et lui donner des informations que je ne donne pas aux autres. Si on est sur le format très resserré, on va dire, de la visite de site, tu as des fois certains appels d'offres où vous va y avoir écrit visite de site obligatoire sans objet, ou alors tu vas avoir visite de site facultative. Si cette visite est indiquée en facultative, dans ce cas-là, tu peux contacter éventuellement les services, mais uniquement pour faire une visite de site, pas pour rencontrer l'acheteur. Si tu es un bailleur social, le service achat, il est au siège. Si tu fais une visite de site, tu vas aller sur un site, vraisemblablement, tu vas parler à un gardien d'immeuble. Mais tu ne vas pas parler au service achat. Pour dire, au fait, votre cahier des charges, non. Donc uniquement, on va poser la question sur la plateforme. Ah non, ça va être uniquement sur le site, sur vraiment, voilà, le chauffe-eau a changé et basta.
Mais tu peux pas provoquer de rencontre avec le donneur d'ordre une fois que l'appel d'offres est sorti. Ils Donc ont pas. dans une majorité de cas, en fait, on va entre guillemets rencontrer uniquement l'acheteur de manière virtuelle et de façon un peu interposée entre guillemets. Alors, une fois que l'appel d'offres est sorti, c'est pour ça que je parlais de rencontrer en amont. Avant la publication de l'appel d'offres, tu peux faire des réunions de Après, c'est des sourcing, etc. stratégies là qu'il faut mettre en Voilà, place. exactement, qu'il faut mettre en place, etc. Même si vous êtes une TPE-PME, que vous pouvez mettre en place uniquement sur une sélection resserrée. Vous suivez les principaux bailleurs sociaux, par exemple, sur votre territoire. Vous pouvez dire, par exemple, je vais prendre des rendez-vous de sourcing auprès de ces gens-là. Mais si vous êtes dans une réponse, dans une optique de répondre aux appels d'offres en flux, vous pouvez pas forcément rencontrer tout le monde. Et c'est pas parce que vous n'avez pas rencontré l'acheteur qu'il faut vous retenir de déposer des dossiers. Nous, on remporte régulièrement des marchés publics pour des clients qui n'ont pas rencontré l'acheteur. Et on a été dans plein de cas où on a des clients à nous qui ont rencontré l'acheteur et on l'a pas eu. Donc, c'est pas une solution magique. Il faut pas en faire, il faut pas fantasmer autour de ça. Ça se fait pas, tant mieux. C'est pas grave. Répondez quand même. L'important, c'est d'avoir une stratégie de réponse qui soit récurrente et d'utiliser tous les retours que vous avez, qu'ils soient positifs comme négatifs, pour améliorer votre offre. J'ai rencontré l'acheteur, j'ai pas rencontré l'acheteur, patati patata, c'est du juridique. Non. Détecter un appel d'offres, voyez si c'est intéressant pour vous, monter un dossier commercial, aller à l'essentiel, essayez pas de deviner les intentions pseudo-cachées de l'acheteur. Vous répondez au cahier des charges avec vos moyens humains, vos moyens techniques et avec un mémoire technique qui tient la route. Ne demandez pas conseil à un acheteur public là-dessus. Je plaisante, il y en a qui savent le faire. Mais globalement, ils vont avoir une approche qui, pour moi, va être limitante. Et à partir de là, pour moi, vous avez les conditions de succès pour répondre correctement. Est-ce que je peux penser à un bullshit supplémentaire que j'entends régulièrement? Non, je suis plutôt pas mal. Après, tu en as peut-être un, le dernier, Ah, tu penses auquel? au pot de vin. Moi, je pense à. Ah, oui, Parce que oui, tu vois, oui. je me suis dit, on a Oui, non, mais bien vu, bien débattu vu. et c'est T'as quand même raison, quelque chose t'as qui raison. est quand même ultra récurrent en fait. Alors, c'est quoi? C'est les marchés, c'est pipé, ça? Oui, bah après, c'est. Alors, C'est ça le. les marchés, c'est pipé. Ça, c'est assez drôle. Quand j'entends des anecdotes, des fois, mais quand j'entends des anecdotes vraiment, mais dures, genre, ouais, moi, je connais des marchés publics, ça marchait par échange d'enveloppes et tout. Moi, dès que j'entends échange d'enveloppes, je dis, c'était en quelle année? 90. Généralement, ouais, Ouais. 97, 80, 98. 90. Attends, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Donc, moi, je ne prendrais pas le risque. Je vais faire une digression qui n'en est pas une. Quand vous êtes manager dans des groupes d'une certaine taille, ils vous disent, tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Quand vous recevez un salarié en tête à tête, partez du principe qu'il a un téléphone qui l'enregistre et qu'il enregistre l'entretien dans sa poche. Je te dis, moi, tu es manager dans une grosse boîte, je ne vais pas dire les marques, mais tu imagines les grands groupes, tu as des formations, ils vous disent, quand vous avez un salarié dans une pièce, partez du principe que dans son sac à main ou dans son truc, il y a un portable qui vous enregistre. Et vous faites tous vos entretiens comme ça. Moi, je vous le dis, vous êtes acheteur public, vous recevez quelqu'un dans le bureau, vous ne savez jamais ce qui enregistre ou pas. Donc, parler de manière ouverte comme ça, avec les technologies qu'on a de pot de vin, j'ai du mal à imaginer le truc. Tout le monde a une caméra, tout le monde a un dictaphone sur lui. Numéro 2, attention, je ne suis pas dans le monde des faits. On va aller de l'autre côté. Ça existe aussi dans le privé, by the way. Hein. C'est le monde dans lequel on est, en fait. Mais c'est le monde du business. Ouais. Moi, je me souviens, jeune commercial terrain pour une grosse société de distribution agroalimentaire, où je descends de la voiture avec le commercial et le mec, il me dit « Non, mais Philippe, tu restes dans la voiture, tu ne montes pas avec moi. » Grosse cantine scolaire, 6000 couverts jour, le mec, il sortait les chèques essence. C'était 2005. C'est pas les années 90, mais c'était une vingtaine d'années. Donc, on parle du public. Là, on est dans pur privé. Hein. Pur privé. Donc, moi, quand on me dit les marchés publics, c'est pipé. Moi, je réponds au chef d'entreprise, je dis, juste par curiosité, t'as quel âge? 48 ans, pourquoi? Je dis, tu découvres à 48 ans que la vie n'est pas juste et que tous les contrats business ne sont pas... Oh, bah, bienvenue chez nous. En fait, ils font une digression entre public et privé. Exactement. Donc, d'une part, dire le business, tout n'est pas clean dans le public, j'ai envie de dire, dans le privé non plus. Donc, que tout business soit pas clean, le business n'est parfait nulle part. 2, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est quand même devenu beaucoup plus différent. Les anecdotes dont je parle, elles ont une vingtaine d'années. Aujourd'hui, à l'instant présent, je ne sais pas trop comment ça se passerait. 2, 3...
comme je disais en début de podcast, 15% des appels d'offres publics, ils ne trouvent pas preneur. Et les acheteurs, ils sont désespérés en disant « on existe, s'il vous plaît, répondez à nos appels d'offres. » Donc, piper... Et de toute façon, en fait, tu vas pas t'arrêter de faire du business Exactement. à Le cause, cas, à cause de ils ont ça aussi. attribué le marché à Tesla, là, pour le monde de l'huile à la poule. Ils ont attribué le marché à toute l'entreprise de communication. Ils étaient seuls à répondre. Qu'est-ce qui est pipé? Personne ne répond. Vous avez des appels d'offres où personne ne répond. Ils sont obligés d'attribuer alors qu'ils ont reçu qu'un dossier, quoi. Ils sont en désespérance. On n'est même pas en train de parler de ce que c'est pipé ou pas. Et j'ai bouclé là-dessus sur un truc qu'on a vu sur LinkedIn ce matin, sur une information du Moniteur, qui nous disait que sur la période 2006-2010, il y avait en moyenne 5,4 entreprises par appel d'offres qui répondaient. Sur la période 2016-2024, donc jusqu'à 2024, ça a baissé à 3,4. Je répète, aux environs des années 2010, il y avait entre 5 et 6 entreprises qui répondaient par appel d'offres en moyenne. Aujourd'hui, c'est entre 3 et 4. Vous avez moins d'entreprises qui répondent aux appels d'offres. Donc, avant de savoir si c'est pipé ou pas, commencez à répondre, quoi. Ils sont en manque de réponses. Ils sont même pas visibles. Donc, pareil, si c'est pipé ou pas, enfin, moi, ça me paraît. Donc, est-ce que du pipage, oui, ça peut exister. Mais nous, on a des preuves concrètes de marché réussi. C'est une démarche de prospection. Le commerce, c'est pas toujours juste. C'est vrai dans le public comme dans le privé. Et après, ça dépend des secteurs même aussi. Ça dépend des secteurs. On vit dans un monde avec la technologie, c'est plus difficile de s'en tirer. C'est de plus en plus dur de s'en tirer de ces trucs-là. Et on est de toute façon dans une séquence où il y a moins d'entreprises qu'avant qui répondent aux appels d'offres. Donc, il y a vraiment à quoi jouer. Donc, oui, des fois, on répond. Des fois, c'est orienté à notre faveur. Des fois, c'est pas orienté. Vous avez des fois... Voilà. Donc, dire tout est pipé dans un monde où 15% des appels d'offres ne trouvent pas preneur, je trouve qu'on se trompe de débat, en fait. C'est simple que ça. Ça existe, mais en fait, faut pas rester focus. Et ça existe dans le ça. privé. Ouais. Ça existe dans le privé. Combien de contrats vous avez obtenus dans des conditions pas justes, quoi? Vous dites, ouais, j'avoue, je connaissais un tel, je l'ai eu. Combien de contrats vous avez perdus dans des conditions dégueulasses? Dans le privé, hein, oubliez les appels d'offres. Bon, bah voilà. C'est comme dans la vie. Bien vu, Tu connais quelqu'un qui fait l'offre d'emploi, tu obtiens l'offre d'emploi. Bienvenue dans le monde du commerce. Mais malgré tout, si je te dis, tiens, j'ai un rendez-vous, je t'ai négocié un entretien chez Carrefour, par contre, tu as intérêt à assurer l'entretien. Là, je ne suis pas dans la salle avec toi. Donc, 160 000 acheteurs publics, 200 000 appels d'offres qui sortent tous les ans. Qui a la force de frappe d'avoir un cousin dans chacun de ses bureaux, quoi, au bout d'un moment? Enfin, qui, quoi? C'est pour ça qu'ils vont faire du lobby directement au niveau européen. 34 000 communes. T'as un cousin dans 34 000 communes. Ton concurrent, il a un cousin dans 34 000 communes. Et c'est pour ça que tu ne remportes pas les appels d'offres. Non. OK? C'est des excuses. On peut se faire des excuses, mais au bout d'un moment, faut y aller. OK? Donc, je pense qu'on a fait un tour pas mal des différentes idées reçues. On l'a terminé en beauté en plus. Bon, je pense qu'on a terminé en beauté, donc il faut y aller tout simplement. Si vous voulez en savoir plus, le cabinet s'appelle AO Conquête, le site s'appelle aoconquête.fr. Merci pour votre écoute. Merci à vous.